C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Atelier de restitution de la participation du Bénin à la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ce mardi à Ouidah. Les détails dans un instant. Conférence de presse donnée ce mardi par l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, a présenté le tableau récapitulatif des actions menées au Bénin pour le compte de l'année 2017. Lancement ce 5 décembre 2017 de la deuxième phase du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale PROVAC. Objectif, contribuer au développement de l'aquaculture au Bénin et dans d'autres pays africains. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de l'Énergie a procédé ce mercredi à la revue du secteur de l'énergie exercice 2016. Le thème retenu dans ce cadre, état du secteur de l'énergie au Bénin, bilan et réforme, objectif global, faire le point de la mise en œuvre des recommandations des revues antérieures. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou. Il a profité de l'occasion pour présenter quelques actions de gouvernement visant à rendre l'énergie accessible au grand nombre à moindre coût et en respect de l'environnement. Volet environnement dans cette édition, les participants du Bénin à la COP 23 qui s'est achevée le 17 novembre dernier à Bonn se sont réunis ce mardi 5 décembre à Ouidah, convoqués par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Ils ont procédé à la restitution des activités de la COP 23. Cet atelier a permis de définir un agenda de prise en compte des grandes conclusions de la participation du Bénin à cette COP sur le climat. Reportage. Du 6 au 17 novembre 2017, le Bénin, avec une délégation d'environ 130 personnes, a participé à la conférence des parties, la 23e édition, à Bonn, en Allemagne, au siège de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce mardi 5 décembre 2017, cette délégation s'est réunie à Ouidah pour procéder à la restitution des travaux de la COP 23. Globalement, je dirais que nous avons fait une meilleure participation à la COP parce que nous étions organisés et les collègues se répartissaient dans les différents groupes et venaient nous faire le rapport. De retour à la COP, maintenant, il est important que nous puissions restituer les résultats de la COP pour permettre à nos collègues, aux Béninois qui n'ont pas pu participer, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est un premier point. Mais deuxième point aussi, c'est de pouvoir élaborer une feuille de route qui va délimiter les points critiques qui vont nous permettre de savoir à quel moment nous devons faire quelle action pour que la participation du Bénin à la COP 24, donc en 2018, soit encore améliorée par rapport à ce que nous avons fait cette année. Après la COP 22 au Maroc, considérée comme celle de l'action, la COP 23 devrait permettre de poursuivre les négociations pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le point focal sur le climat, Eloge Lima, présente ici quelques avancées de cette COP. La mise à disposition du fonds d'adaptation de 50 millions d'euros par la République fédérale d'Allemagne pour aider les PMA à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la COP, les pays se sont entendus pour que le fonds d'adaptation puisse servir l'accord de Paris. On peut aussi, toujours dans les avancées, dans les acquis de la COP, parler de l'adoption par la conférence d'un plan pour l'égalité des sexes. En matière d'atténuation, de financement et de transfert de technologies aux pays en développement et aux pays les moins avancés, que retenir? Le directeur général de l'environnement et du climat, professeur Martin Pépin Aïna, dresse le bilan des acquis obtenus. Au niveau de l'atténuation, on a eu les informations, les résultats scientifiques du GIEC. Ça nous a permis de voir que ces 3 dernières années, la hausse continue. Et donc pour ce faire, les pays en développement, les pays les moins avancés ont appelé l'attention des pays développés, des pays industriels, sur le fait qu'il faut qu'ils tiennent compte de leurs engagements en ce qui concerne l'atténuation. Pour ce qui concerne les finances climatiques,
nous avons beaucoup insisté sur la transparence parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement les fonds qui ont été alloués donc, en ce qui concerne les engagements pris sur les 100 milliards. En ce qui concerne donc, le transfert de technologie, nous avons fait le point pour remettre à l'échelle tout ce qui est pratique endogène, les documenter, donc les mettre à l'échelle scientifique et reconsidérer les données donc, de l'Afrique surtout à partir de la méthodologie pour que ce soit des données fiables et en même temps voir comment alimenter et mettre en place des ressources pour l'évaluation de besoins en technologie donc pour les pays les plus vulnérables. Au terme de cet atelier de restitution, une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues de la COP23 a été définie et validée afin de permettre au Bénin, un pays vulnérable au changement climatique, de mener des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le plan national et mieux organiser sa participation à la prochaine conférence des parties, la 24e édition qui se tiendra en Pologne. Dans le cadre de la Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et de la 33e réunion du réseau de prévention des crises agricoles qui se tient à Cotonou, des communications ont été données par des participants. Je vous propose de suivre Mariam Soumaré de l'agence du MEPAD qui parle du programme de gestion des risques agricoles. Elle sera suivie de Terence Lassé qui parle quant à elle du West Africa Food Market Programme, propos recueillis par Laurent Tonekes et Fréjus Fiossi. Ce que nous comptons faire dans ce programme, c'est réellement de construire les fondations pour que la résilience permette aux pays de transformer leur agriculture et d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent. Pourquoi cette approche territoriale est importante? Parce que construire la résilience, ça veut dire essentiellement améliorer, transformer les moyens d'existence des populations. Or, les moyens d'existence des populations se déclinent à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est dans l'espace et dans le temps, en utilisant les ressources naturelles, en utilisant les saisons, que les populations arrivent à obtenir leurs moyens d'existence et à renforcer leur résilience. D'où donc une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et depuis 2011, ce que nous avons fait, c'est beaucoup de plaidoyer auprès des États, auprès des communautés économiques régionales. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer également auprès des différentes parties prenantes. Et nous avons également, depuis 2013, fait un ensemble d'études, d'évaluation des risques dans 8 pays africains. Aujourd'hui, nous avons donc des études qui sont disponibles dans ces 8 pays-là. Et nous allons, à partir de 2018, entrer dans la phase opérationnelle où nous allons mettre en œuvre les solutions qui ont été identifiées. C'est un programme qui, en ce moment, comporte l'activité en 4 pays. C'est le Ghana, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Et ça comporte le soutien pour la production par les fermiers et la transformation par les entreprises de 4 céréales. C'est le cassava, le maïs, surtout pour les pays au sud, et le sorghum et le millet, surtout pour les pays au nord. Et la différence entre le programme que nous faisons et beaucoup des autres, c'est que nous représentons une combinaison d'actions pratiques pour augmenter la production, plus le travail avec les autorités, avec l'État et avec les instances régionales afin d'accélérer le commerce interrégional. Alors, nous sommes dédiés aux exportations, mais pas aux exportations en Europe, aux États-Unis, mais aux exportations dedans la région, à l'intérieur du CEDEAO. Nous sommes en train de discuter avec les gouvernements en Afrique de l'Ouest, avec ECOWAS, avec CEDEAO, avec UMIA. Pourquoi pas améliorer notre coordination et coopération entre nous et comme ça, provenant de l'extérieur, les Britanniques, les Français, les Belges, les Néerlandais, les Allemands vont tous aider cette cause commune pour nous tous, parce que c'est beaucoup mieux s'il y a une Afrique de l'Ouest qui est pas seulement stable, mais avec prospérité et en croissance. Pourquoi pas?
Toujours au chapitre environnement, la communauté internationale a célébré ce 5 décembre la journée mondiale des sols. Le thème de cette année est intitulé « Prendre soin de notre planète commence par le sol ». Il faut dire que cette journée est à sa 3e édition et a pour objectif de sensibiliser le public sur l'importance des sols, des ressources naturelles à multiples fonctions, mais qui aujourd'hui sont sous la menace des pressions anthropiques. C'est également le cas au Bénin avec un taux assez considérable de dégradation des sols. C'est d'ailleurs ce que nous expliquent des spécialistes dans ce reportage de Corneille, Aïssé et Fiacre Voitan. Les sols, partie superficielle de la Terre, à caractéristiques physico-chimiques dépendantes du milieu et du climat, sont des ressources naturelles non renouvelables. Selon le système des Nations Unies, les sols abritent plus de la moitié de la diversité mondiale et génèrent les 94% des aliments de toute l'humanité. Ils ont donc des rôles écologiques, nourriciers, sociaux, économiques et bien d'autres. Un ingénieur urbaniste, il va définir le sol suivant l'utilité que le sol lui procure dans son domaine. Il va dire que le sol est un support de ses routes, de ses bâtisses, des maisons qu'il construit, des ponts et autres. D'accord ? Si vous prenez un agronome, il va vous dire que le sol est le support de ses plantes, d'accord ? De ses cultures. Si vous prenez un écologiste, il va vous dire que le sol est un habitat. Le sol constitue un écosystème à part entière. Si vous prenez le Bénin, un pays en voie de développement, la plupart, bien l'essentiel de notre économie repose sur l'exploitation que nous faisons du sol. En un mot, c'est dire que si nous dégradons nos sols, ça veut dire que cela va affecter considérablement le niveau de notre économie. Réservoirs de carbone, les sols interviennent aussi dans l'atténuation des changements climatiques. Le sol, c'est une ressource qui stocke le carbone et qui évite le réchauffement de l'atmosphère. Le sol joue un rôle clé dans le cycle biogéochimique. Le cycle de carbone, le cycle de calcium, le cycle de l'azote, le cycle de phosphore, le cycle de potassium, des métaux. Face à la poussée démographique et à des pressions surtout d'origine anthropique, des menaces pèsent sur la durabilité des sols et sur leur capacité à assurer la sécurité alimentaire. Selon le système des Nations Unies pour l'agriculture, plus de 30% des sols sont dégradés sur toute la planète. Au Bénin, la situation est également inquiétante. La situation est un peu alarmante au Bénin. On a assez de grandes zones complètement dégradées. Et si nous commençons vers le sud, surtout la zone du plateau à Dia, passant par Diakotomé, à Plaoué, à Zové, toutes ces zones-là, et que nous avons communément qualifiées à travers nos études dans le passé comme étant des sols comateux. Effectivement, ces sols pratiquement ne peuvent plus rien donner. Et qu'est-ce qui l'explique ? C'est une dégradation quasi totale de l'état de la matière organique dans ces sols-là. Les conséquences de la dégradation des terres touchent directement le volet sécurité alimentaire, puisque c'est grâce au sol que nous arrivons à cultiver et à nourrir toutes les bouches sur cette terre. Face aux dangers liés à la dégradation des terres, le Bénin signataire des 3 conventions de Rio, à savoir Convention sur la biodiversité, Convention sur les changements climatiques et Convention sur la désertification, mène des politiques dans le sens de la gestion durable des terres. Le Comité national de lutte contre la désertification a identifié cette année 2017 des cibles dans le processus NDT, neutralité de dégradation des terres. Pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, les objectifs sont fixés, d'accord ? Les mesures sont élaborées et consignées donc dans ce document, conformément aux vœux donc de la Convention, qui a demandé à tous les pays donc de prendre tout de suite des responsabilités. Des partenaires financiers et techniques interviennent également dans la gestion des terres au Bénin, comme la coopération technique allemande à travers le projet de protection et de réhabilitation des sols au Bénin. Et le sol est un patrimoine à conserver et à gérer durablement pour la suivi de toute la planète.
Merci à vous, Corneille Issé, pour ce reportage qui entre dans le cadre de la préservation des sols. Contribuer au développement de l'aquaculture au Bénin et dans d'autres pays africains, c'est la raison qui a motivé la mise en œuvre du PROVAC, projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale. Après la réussite de la première phase, une deuxième phase a été lancée. Pour celle-ci, certains pays ont été ciblés pour la mise en œuvre du dit projet. Les représentants des pays concernés et ceux du Bénin sont en atelier de 5 jours avec les experts japonais pour échanger sur le projet. Reportage. Les cadres des ministères de l'Agriculture, de la Pêche et les producteurs, représentants des pays cibles du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale phase 2, PROVAC 2, sont en atelier du 4 au 8 décembre 2017 au Bénin. Le PROVAC est une initiative de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, qui vise à soutenir les actions contribuant au développement de l'aquaculture. Le PROVAC poursuit ses activités de la deuxième phase et pour le compte de la première année d'exécution, a programmé échanger avec quelques pays de la sous-région que sont le Cameroun, le Togo, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo et le Gabon, afin que l'approche de vulgarisation fermier à fermier puisse être appropriée par les acteurs de ces pays. Ainsi, la présence des représentants de ces pays concernés est une occasion d'analyser les possibilités d'application de l'approche fermier à fermier en s'appuyant sur l'expérience du Bénin. La première phase du projet a été mise en œuvre de 2009 à 2014. Cette deuxième phase a été lancée en février dernier et va durer 5 ans. Pour Doi Masanori, chef d'équipe des experts japonais du PROVAC 2, l'aquaculture en Afrique est comme un nouveau moyen de subsistance en milieu rural. Le système de vulgarisation appelé fermier à fermier introduit au Bénin est pour la première fois appliqué en Afrique. En général, l'aquaculture en Afrique est comme un nouveau moyen de la politique de ce système et d'enseigner à des pisciculteurs ordinaires des techniques de base d'élevage de poissons par le biais des pisciculteurs clés qui exercent une pisciculture pratique et rentable. Il urge donc d'agir pour le développement de l'aquaculture sous toutes ses formes face aux problèmes climatiques qui conduisent à l'aménagement des ressources en eau, dira Hassan Dalmeda du Bureau d'analyse et d'appui au secteur agricole B2A. Testé avec succès dans les communes d'Avrancourt et de Toribosito, le Bénin et le Japon ont échangé pour aboutir à la conception du PROVAC 2. Au cours de celle-ci, il est prévu d'étendre les actions du projet non seulement dans les départements du nord du Bénin, mais aussi dans d'autres pays tels que le Cameroun, le Togo, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo et le Gabon, afin que l'approche de vulgarisation fermier à fermier soit appropriée par les secteurs de ces pays ciblés dans la sous-région. Des présentations et des visites sont prévues dans le cadre de cet atelier et permettront aux participants de comprendre les différentes phases du projet, de même que les acquis. Les cadres des ministères de l'Agriculture. Un reportage de Laurent Tonekes et Fréjus Fiossi. L'ambassadeur du Japon près le Bénin a tenu ce mardi 5 décembre 2017 une conférence de presse au siège de l'ambassade à Cotonou. Kiyofumi Konishi a fait le point des activités menées dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Japon et le Bénin durant l'année qui s'achève. Des actions qui contribuent en général à l'amélioration des conditions de vie des Béninois et porte sur la diversification et l'industrialisation de l'agriculture. Selon ses propos, ses œuvres ont également visé l'amélioration du système sanitaire et la promotion de la stabilité sociale au Bénin. Écoutez-le. Nous avons contribué à la réalisation de plus de 1400 salles de classe construites avec les forages et les châteaux d'eau que notre pays a construit plus de 500 000 Béninois dans les régions rurales peuvent désormais accéder à l'hôpital. Je peux citer aussi comme exemple le renforcement du service de l'hôpital au Mali
et la construction de marchés de poissons à Cotonou, etc. Par ailleurs, comme vous le savez bien, le gouvernement de Bénin a lancé le programme d'action de gouvernement PAG en décembre 2016. Nous avons besoin d'harmoniser ces deux stratégies pour concrétiser un nouveau projet de coopération dans le futur. C'est pourquoi, depuis mars à septembre, les deux gouvernements ont élaboré la même stratégie couvrant les 5 ans à venir, c'est-à-dire, premièrement, l'amélioration de l'infrastructure et deuxièmement, la promotion des industries et troisièmement, l'amélioration des conditions de vie de la population. Ces axes sont encore à l'examen au niveau de Tokyo, mais ce sera rendu public au début de l'année prochaine. Des propos recueillis par Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous.